Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être présents. Ça nous fait plaisir de voir autant de monde. On arrive à voir maintenant combien de personnes on arrive à mettre debout, combien on arrive à mettre assis. D'ici une année, on est bon, hein, on aura tout pu compter. Juste deux mots pour vous expliquer quand même la Fondation du patrimoine de Valdillé, qui aura 20 ans cet automne. La fondation, c'est une fondation qui a été mise sur papier par 5 personnes qui avaient envie de sauver l'histoire surtout du village. Ça n'a jamais été dans l'idée de se mettre contre des constructions ou de vouloir absolument sauver des bâtiments ou d'intervenir dans des améliorations. Notre but, c'était surtout de sauver l'histoire et sauver le patrimoine existant, aussi bien construit que agricole, que des murs ou autre chose. Alors, depuis ces 20 ans, il y a quand même pas mal de travail qui a été fait. On va signaler le premier contact que vous avez reçu, que ce soir, on a 2 choses à fêter. La première, c'était la fin de cette exposition. Cette exposition qui a déjà voyagé, qui nous a été gentiment prêtée par le patrimoine champérolin. C'est Juan d'Arroyo qui est là, qui a fait tout le travail de recherche, enfin, je dirais une grande partie du travail de recherche. Et il a été soutenu par le comité et qui est rondement mené par Hubert Grenon, qui est là aussi. Et c'est la chance de nos petites fondations de patrimoine, c'est de collaborer ensemble et de partager. C'est pas de dire on est chez nous, pour nous, non. On avait une histoire commune, donc on partage. Alors Hubert et Juan, le patrimoine de Valdillé, se fait un plaisir de vous remettre en cadeau ce qui vous sera présenté après. Et puis une petite enveloppe sympathique pour vous remercier de votre prêt. L'exposition qu'on voulait terminer ce soir, c'est sur les mercenaires, donc, qui a eu beaucoup de succès à Champéry, qui a eu après du succès au château de Montet. Et elle est chez nous depuis presque une année. Elle a rencontré de nombreuses visites de la part des élèves qui sont venus voir qu'est-ce que c'était les mercenaires, autre chose que ceux qui chantent. Parce quand on parle des mercenaires, ils pensent à ceux qui chantent. Alors en général, ça ne leur plaît pas, il n'y a pas assez de rythme et tout, mais bon, là, c'était autre chose. Et c'est vrai que c'est tout un pan d'histoire de notre vallée qui a été un peu oublié ou qu'on n'a pas vraiment travaillé. On a quelqu'un qui s'en est bien occupé, qui a pris grand plaisir à retravailler ce thème des mercenaires. C'est Philippe Berru qui du coup nous a proposé de présenter son ouvrage qui est tout frais sorti des éditions, qui relate toute l'histoire des mercenaires de la vallée d'Illiers. Alors c'est lui qui va en parler. Merci Marie-France. Bien, mesdames, messieurs, à mon tour de vous remercier beaucoup d'être là ce soir, si nombreux. C'est me faire beaucoup d'honneur, trop d'honneur certainement que je ne mérite pas. Le grand mérite de l'organisation de cette soirée revient au patrimoine de Valdillé et son général en chef, Marie-France Caillois, qui fait un travail tout à fait remarquable. La commune de Valdillé doit être remerciée aussi puisqu'elle met à disposition ce magnifique mazo qui est vraiment une très belle réussite. Et le patrimoine champérolin, qui est évoqué tout à l'heure, qui avait eu le grand mérite d'organiser cette magnifique exposition 2016, sauf erreur. Et je ne vous cacherai pas qu'elle a été pour moi pratiquement déclencheur du livre que j'ai pu écrire et vous présenter ce soir. Voilà. D'abord, un livre, c'est souvent, la plupart du temps, une question de rencontre. Et j'ai fait, au travers de mon livre, des rencontres assez formidables que j'aimerais relater ici. La première d'entre elles, c'est un vieil ami, c'est celui qui a signé la préface de mon livre, c'est Jean-Marc Boulgaris. Où est-il? Il se cache ici, derrière. Jean-Marc est diplomate retraité maintenant, mais je trouvais intéressant d'avoir son point de vue d'un diplomate suisse qui a servi son pays pendant toute sa vie, en réalité,
à travers le monde, un peu partout, et d'avoir sa vision reconcentrée sur un petit territoire, ou l'histoire militaire d'un petit territoire de la vallée d'Illiers. Et il a fait magnifiquement, je te remercie encore Jean-Marc, une très très jolie préface. Une autre personne qui a beaucoup compté pour l'élaboration de ce livre, c'est celui que j'appelle mon uniformologue, Didier Dallog. Alors malheureusement, je crois qu'il n'est pas là. Mais non, je crois qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, c'est possible. Alors Didier Dallog est un homme absolument étonnant, qui est aussi d'ailleurs un dessinateur fantastique, qui dessine des uniformes de manière absolument remarquable, dont certains figurent bien sûr sur mon livre. Et Didier, c'est un homme à qui vous pouvez confier un bouton de chemise, et il vous dira de quel régiment, quel bataillon, quelle année, quel commandant, et s'il est très en forme, qui l'avait cousu. Et ça, c'est pas... Et ensuite, j'ai fait une autre rencontre plus locale, celle-ci, mais tout à fait remarquable, c'est celle de Nelly Perrin. Où est-elle? Elle est là, toute modeste comme d'habitude. Alors, j'avais un projet un peu fou, enfin, pas tant que ça finalement, puisqu'il a pu se réaliser. Enfin, j'avais l'idée de revêtir l'uniforme des mercenaires de Valdilliers pour, je dirais, le mettre comme un clin d'œil sur mon bouquin. Et pour ce faire, je suis entré en relation avec Nelly, la présidente de Valdilliers 1830. Je vous avoue que j'ai dû lui faire un peu le siège, parce qu'elle défend très jalousement ses uniformes, et elle a raison. Et puis ensuite, elle m'a présenté les authentiques mercenaires de Valdilliers, c'est-à-dire Willy Trombert et son fils Mathieu Trombert. Alors, une de mes grandes angoisses quand je parlais de cette question d'uniforme, j'ai dit, mais est-ce que je vais rentrer dans l'uniforme? Et bien, quand j'ai rencontré Willy, je me suis dit, ça y est, je vais voir les choses vraiment bien. Et c'était pour moi 3 ans de recherche pendant lesquels j'ai accumulé près de 6000 documents. Après, il a fallu trier, prendre ce qui était vraiment intéressant pour la région, pas vraiment, etc. Et puis, dès le moment où j'ai pris ma retraite, en septembre de l'année passée, là, j'ai mis le turbo, et là, je me suis dit, il faut y aller maintenant un peu plus à fond. Alors, je suis allé à Paris, au château de Vincennes. Vous savez que le château de Vincennes récolte toutes les archives de l'armée française. Et pourquoi le château de Vincennes? Parce que les archives du bataillon valaisan, dont beaucoup de gens d'ici faisaient partie, l'époque de Napoléon notamment, sont déposées au château de Vincennes. Et là, j'ai pu photographier plus de 850 documents en un jour, tout ce que j'ai trouvé. Après, je ne vous dis pas le temps que j'ai passé pour trier, pour voir un peu ce qui était intéressant. Puis, les archives communales de Trois-Torrents aussi m'ont apporté des choses tout à fait intéressantes. Les archives paroissiales de Trois-Torrents, Jean-Michel, mon cousin ici, qui est président du conseil de fabrique, ça s'appelle Gestion, ça s'appelle. Gestion, pardon. Conseil de fabrique, peut-être expliquer une fois, c'est un terme assez curieux, mais qui existe et qui est tout à fait réel. Et voilà, et ensuite je m'y suis mis, et ça m'a pris à peu près 4 mois pour mettre sur papier toutes ces informations, les organiser pour que ça ait une certaine cohérence, et puis que ça ait un intérêt à le lire aussi. Ce bouquin couvre la période de 1674 qui correspond à la première compagnie Marclésie. Marclésie, ça doit vous dire quelque chose ici. C'est Marclay. Et c'était des gens de Valdilliers qui étaient des officiers supérieurs tout à fait remarquables. Et les premiers mercenaires qu'on a connus, qui sont cités, qui étaient Jean Borat, Barthélemy Nicoli, probablement un nom qui n'existe plus dans la région, et Louis Bovard. Bien que Tamini Delez, qui avait déjà écrit un livre partiel sur le sujet, mais plutôt sur l'histoire de la vallée, parlait déjà d'un Louis Excuyer, qui était colonel du duc de Wurtemberg vers 1590, et du capitaine Claude Ecker, alors ça c'est un authentique ilien, qui mourut anobli en Suède en 1629. Donc vous voyez que c'est une très très vieille tradition qui date d'il y a très longtemps. L'histoire, enfin mon histoire en tout cas, s'achève aux environs de 1860, qui correspond à peu près à la fin du service mercenaire, puisque la Confédération avait décidé d'interdire le service mercenaire, qui ensuite, pour la petite histoire, a été plus ou moins repris par la Légion étrangère, mais c'est une autre histoire. Je ne vais pas vous lire mon livre, parce que je vais vous laisser ce plaisir, mais j'aurais juste cité 3 destins personnels qui sont quand même assez exceptionnels. Je pense notamment à Jean-Joseph Marclésie, Marclay, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure,
qui est certainement le plus illustre de la dynastie familiale. Il était le fils d'Angelin, qui était lieutenant-colonel, et il était le père de Charles Gabriel, qui était aussi officier supérieur. Jean-Joseph Marchesi fut lieutenant-colonel, puis colonel du régiment de Courtonne, qu'il commandait lorsqu'il fut tué lors de la bataille de Fontenoy de mai 1745, un authentique Valdien. Joseph Rouillet de Trois-Torrents, ça c'est une très jolie histoire que j'aime beaucoup. Sans Suisse. Et Sans Suisse était la garde rapprochée de la famille royale, Louis XVI, à l'époque. Joseph Rouillet, qui a échappé au massacre des Tuileries le 10 août 1792, il a eu de la chance, parce qu'il y a eu près de 450 Suisses tués sur les 650 que constituait la garde du roi à ce moment-là. Et puis, il devint colonel de dragons en Vendée, puis préfet de la Loire. Il eut comme fils Joseph, qui fut jésuite et professeur à l'université de Louvain, qui était une université très célèbre à l'époque. Destin intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ce Joseph Rouillet? Il faut savoir que les 100 Suisses, c'était vraiment la compagnie garde du corps du roi de France, mesuraient tous à peu près 2 mètres. Donc c'était des grands gaillards. Sauf un, que l'on surnommait le nain de Bâle, pas loin. Le pauvre gars ne mesurait que 1,94 m. C'est intéressant. Puis une autre histoire qui m'amuse aussi, c'est le destin des 3 frères de la famille Dubosson de Trois-Torrents. Alors ça m'est venu de ma belle-sœur, qui est une Dubosson de Morgin, qui un jour m'a dit, mais tu sais, des gens à Morgin à l'époque, quand j'étais petite, appelaient mon père le Calabrais. Et ça m'a titillé l'esprit. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur ses ancêtres, dont 3 frères. L'un des frères, qui était capitaine médecin, Jean-Joseph Dubosson, qui avait appris la philosophie à Saint-Maurice et la médecine à Paris, était engagé dans l'armée de Napoléon, mais certainement pas dans un régiment suisse, mais directement dans l'armée de Napoléon. Et il est mort le 11 ou le 12 décembre 1812 dans l'armée de Napoléon à Smolensk en Russie lors de la fameuse retraite de la Bérésina. 11 ou 12, on chipote encore, mais le pauvre gars, ça ne doit pas lui faire du souci. Le deuxième de ses frères, qui s'appelait Basile, et qu'on surnommait à l'époque le Grand Bosson, eh bien, il mesurait 2,11 m. C'est incroyable d'imaginer cela. Et lui, on n'a pas trop su sa carrière militaire. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Il faisait partie de la milice de Trois-Torrents dans les années 1800-1810. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Mais j'ai retrouvé le Calabrais. Le Calabrais, c'était Joachim Dubosson, qui a servi 10 ans dans l'armée de Napoléon, dont 3 ans en Calabre. Et c'est de ce fameux Joachim que venait l'appellation morginoise, le Calabrais, le Dubosson. Voilà, bon, ça c'est 3 petites histoires, il y en a plusieurs dans mon livre. Je dirais ceci. Juste avant de boucler mon livre avec mon épouse, nous sommes allés passer quelques jours à Paris et je suis allé faire un pèlerinage habituel. Je suis allé au musée des Invalides, qui est le musée de l'armée française, où j'ai retrouvé en vitrine le même costume que Willy Trombert, exposé. Et je suis allé aussi à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, c'est juste au nord de Paris, à l'ouest pour être plus exact, et c'est là que se trouvait cantonné le 8e régiment de la garde royale, dont les Valdiviens, et là aussi il y a un très joli petit musée, et j'ai retrouvé un deuxième costume tel que celui que porte Willy Trombert. Willy n'était pas là. Elle ne pouvait être partie. Voilà. Et ça m'a fait grand plaisir parce que cet uniforme, c'est celui que j'ai eu l'honneur de porter. Je t'en remercie encore, mais lui aussi, c'était pour moi vraiment presque un rêve d'enfant, quoi. Même à mon âge, imaginez, mais j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai essayé de tracer une sorte de ligne entre mon livre, Ruelle et Valdier. Et j'ai fait un petit truc ici que j'aimerais offrir à Marie-France et Nelly. Là, vous le partagez. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne soirée. Alors on préfère ça plutôt que, je
dirais, de constituer une chose comme ça, de faire toutes les recherches pour les laisser s'empoussiérer à quelque part. Donc pour nous, c'était une certaine fierté. Je reviendrai après. Mais alors, on ne savait pas que à partir d'une exposition, on pourrait même faire, je dirais, germer un petit quelque chose qui pourrait être un livre. C'est qu'un élément, mais ça nous rend un petit peu plus de fierté. Merci. Voilà. Et puis encore pour les expositions, donc celle-ci, c'était celle de 2016, on a signalé, qui a voyagé à Monté, qui est passée par ici, qui va revenir à Chambéry, mais on espère bien qu'elle parte ailleurs une autre fois.